Je parie que vous n'entendez jamais vraiment parler de l'Indonésie. C'est un géant discret, mais qui fait peu à peu sa place à l'échelle des relations internationales. Et le pays bénéficie d'un atout qui va peut-être l'amener à devenir un acteur majeur de l'économie mondiale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Movens ? Parce que ça pourrait bien vous intéresser, vraiment. Movens, c'est une appli mobile qui va vous encourager à réduire votre empreinte carbone. En gros, l'appli va détecter tous vos déplacements et déterminer automatiquement s'ils ont été faits à pied, en vélo, en transport en commun, en voiture, etc. et vous donner une estimation de vos émissions de CO2. Et ensuite, vous gagnez des points dans l'appli à chaque déplacement, et évidemment, moins votre empreinte carbone est grande, plus vous gagnerez de points. Ensuite, vous avez 3 moyens d'utiliser ces points. Les convertir en cashback, donc vous empochez directement des sous en échange de ces points, bénéficier de réductions chez des partenaires de Movens, ou soutenir une cause via une association. Autre point intéressant, le gouvernement a mis en place une prime de 100 € pour le covoiturage. Eh bien, vous pouvez la faire valider via Movens. C'est en fait une prime de 100 € pour 10 trajets de moins de 80 km. Tous les conducteurs sont éligibles et tous les passagers de plus de 18 ans sont considérés comme des covoitureurs. Il faut lancer un nouveau trajet sur l'appli et y inviter vos passagers via un QR code. Vous empochez 25 € dès le premier trajet, puis 75 € au bout du 10e. Donc 10 trajets, admettons que vous allez au boulot en covoiturage toute la semaine, et en une semaine, c'est fait. Voilà, donc Movens, c'est tout bénef, ça vous fait gagner de l'argent et réduire votre empreinte carbone. Tout le monde est gagnant. Pour télécharger l'appli, vous avez le lien dans la description de la vidéo, ou alors vous tapez Movens dans l'App Store ou le Google Play Store, vous avez l'habitude. Et maintenant, on reprend avec l'Indonésie. L'Indonésie est un pays situé entre l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est un archipel composé de plus de 18 000 îles, dont certaines des plus grandes sont partagées avec des États riverains. L'île de Bornéo, partagée avec la Malaisie et Brunei, la Nouvelle-Guinée, partagée avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'île de Timor, partagée avec le Timor oriental depuis 2002. Et dans son environnement proche, on va trouver également Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines ou encore l'Australie au sud. Alors il faut vraiment se rendre compte de la taille de ce pays. D'est en ouest, il s'étend sur plus de 5000 km. C'est environ la distance entre la Bretagne et l'Afghanistan. C'est gigantesque. Le pays compte aussi 280 millions d'habitants, dont 157 millions vivant sur l'île de Java. Alors pour vous donner une idée de ce que ça fait, Java fait à peu près la taille de la Grèce, et la Grèce, elle, ne compte qu'une dizaine de millions d'habitants. À Java, la densité de population est de presque 1200 habitants au kilomètre carré. En France métropolitaine, on a un peu plus de 100 habitants au kilomètre carré. Ensuite, on a 60 millions d'habitants à Sumatra, 17 millions à Bornéo, 20 millions à Célèbes, 15,5 dans les petites îles de la Sonde, 5,5 en Nouvelle-Guinée et 3 dans les Moluques. Ensuite, c'est le premier pays musulman au monde, 87% de la population pratique l'islam sunnite. Il existe aussi une minorité chrétienne qui représente environ 10% de la population, soit tout de même presque 30 millions de personnes. Et on trouve également d'autres minorités religieuses, notamment une minorité hindoue représentant la très large majorité des habitants de l'île de Bali. L'Indonésie est aussi un pays largement pluriethnique, les Javanais sur l'île de Java représentant environ 40% de la population du pays. Des mouvements d'émancipation et des tensions ethnico-religieuses ont pu exister. Par exemple, le Timor oriental obtient son indépendance de l'Indonésie en 2002 après plus de 25 ans d'occupation indonésienne. Ou encore, on trouve des mouvements indépendantistes papous en Nouvelle-Guinée, actifs depuis l'annexion de la région par l'Indonésie en 1963. Sur le plan politique, l'Indonésie a fait sa transition démocratique à la fin des années 90, et avant cela, elle connaît seulement 2 présidents entre 1945 et 1998. Enfin, c'est le plan économique qui nous intéresse plus particulièrement ici et ses répercussions sur le positionnement international de l'Indonésie. L'Indonésie est connue pour sa culture du palmier à huile et donc pour ses exportations d'huile de palme, tant décriées. En effet, en 2023, les exportations d'huile de palme représentent presque 24 milliards de dollars, soit un peu plus de 9% des exportations du pays. Les provinces les plus productrices sont le Rio, les Kalimantan centrales et occidentales et le Sumatra du Nord. Et en 2022, les premiers pays importateurs d'huile de palme indonésienne en dollars sont l'Inde, la Chine, le Pakistan et les États-Unis. Mais pour se rendre compte de ce que représente 24 milliards de dollars d'exportation, il faut comparer ça à d'autres secteurs de l'économie indonésienne et à la valeur totale d'exportation sur la même année. Vous voyez ici quelques-uns des secteurs les plus importants en termes d'exportation. Vous voyez le pétrole brut ainsi que des produits pétroliers. Alors il faut savoir que l'Indonésie a été un grand exportateur de pétrole par le passé. C'était même sa source de revenus principale à une époque. Parmi les plus gros gisements historiques, on peut citer les champs de Minas et Duri à Sumatra,
Mais l'Indonésie a peu à peu réduit ses exportations de pétrole et a développé d'autres filières, notamment le charbon et plus tard également l'acier inoxydable, qui sont venus en quelque sorte remplacer le pétrole en tant que produit d'exportation. Vous le voyez sur ce graphique pour le charbon. Pour ce qui est de l'acier, c'est la Chine qui est de très loin la principale importatrice. En 2023, elle compte pour 18,3 milliards de dollars sur les 27,6 milliards que représentent les exportations de fer et d'acier. Pour ce qui est du charbon, la clientèle est plus diversifiée, on retrouve la Chine également, mais en deuxième position en 2023 derrière l'Inde, et on trouve aussi le Japon, la Corée du Sud ou encore Taïwan. Et vous voyez sur la carte les zones de production de charbon, on les trouve surtout sur l'île de Bornéo, et pour ce qui est du fer, on le trouve à Bornéo également, mais aussi sur l'île de Taliabu ou à Sumatra. Et les exportations de charbon et d'acier représentent respectivement en 2023 13 et 11% du total de la valeur des exportations indonésiennes. Et donc si on prend huile de palme, charbon et acier, on monte à 33%. Donc ces trois secteurs représentent un tiers des exportations indonésiennes. C'est colossal. Alors ces secteurs soutiennent en grande partie l'économie indonésienne aujourd'hui et ont permis de maintenir une croissance importante. Mais ce n'est pas que sur ces atouts que mise l'Indonésie dans le futur pour réellement s'élever au rang de puissance économique incontournable sur la scène internationale. Car ces sols abritent un autre métal, précieux et utilisé dans la fabrication de batteries électriques, notamment celles qui équipent les véhicules électriques dont le monde va avoir besoin pour effectuer sa transition écologique. C'est le nickel. La production de nickel a explosé ces dernières années en Indonésie, passant de 130 000 tonnes en 2015 à 600 000 en 2018, puis à 1,8 million en 2023. Pour vous donner une idée, en 2015, l'Indonésie représentait 5% de la production mondiale contre 50% en 2023. Et le pays abrite 42% des réserves mondiales prouvées. Alors aujourd'hui, le nickel est transformé en produit fini, servant essentiellement dans la production d'acier inoxydable. C'est 70% du nickel produit dans le monde actuellement. L'Indonésie fait déjà tourner des raffineries servant à produire ce produit fini, mais elle souhaite en créer d'autres permettant de produire des cathodes et du sulfate de nickel, qui sont des produits servant dans la production de batteries électriques et ayant une valeur ajoutée bien plus élevée. Le secteur des batteries pourrait en fait représenter 26% de la consommation mondiale de nickel en 2030 et 36% en 2040, dont la quasi-totalité à destination des véhicules électriques. Et d'ailleurs, l'Indonésie ne compte pas s'arrêter aux cathodes et sulfates de nickel, elle cherche à être un acteur présent dans toute une chaîne de production. Des usines de production de batteries électriques sont en projet, sur le site de Karawang par exemple, et l'Indonésie a même imposé des interdictions d'export de nickel brut, obligeant les entreprises à réaliser la transformation en Indonésie depuis 2020. Et d'ailleurs, la même interdiction était en vigueur depuis 2009 pour d'autres produits, et même chose pour la bauxite depuis 2023, et peut-être pour le cuivre en 2024. Et cette stratégie fonctionne puisque des fonderies ont été construites et de nombreuses autres sont en projet sur le territoire indonésien. Le but étant, comme je le disais, d'exporter des produits à plus forte valeur ajoutée. Mais les interdictions sur les exportations sur des produits bruts ne sont pas les seules mesures protectionnistes mises en place par l'Indonésie. En 2017, le gouvernement décide de limiter la présence étrangère au capital des entreprises minières opérantes en Indonésie. Concrètement, 6 ans après l'entrée en production d'une mine, la part détenue par des capitaux étrangers ne peut plus s'élever à plus de 80%, et cette limite diminue chaque année pour atteindre un maximum de 49% au bout de 10 ans. Cette règle a été mise en place pour nationaliser partiellement certaines des plus grandes sociétés minières étrangères en Indonésie, puisque c'est souvent l'État qui va racheter les parts. Alors la Chine a été le principal partenaire de l'Indonésie, lui permettant de développer son secteur minier, notamment via des investissements réalisés dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie chinois. Via l'ASEAN, la Chine a investi environ 50 milliards de dollars dans des projets en Indonésie entre 2013 et 2022. Des entreprises chinoises sont actionnaires dans les 4 plus grands sites miniers de nickel indonésiens, Morowali, Weda Bay, Pomala et Obi Island. Les énormes investissements réalisés et l'augmentation de la production qui s'en suivit a d'ailleurs fait chuter le cours du nickel en 2023 après un pic en décembre 2022, ce qui a eu des conséquences sur les autres pays producteurs et notamment la France avec la Nouvelle-Calédonie dont une grande partie de l'économie de l'île dépend. Le sujet de la crise du nickel et des emplois associés est d'ailleurs venu sur la table lors des émeutes du printemps 2024. Mais alors pourquoi la Chine investit autant dans le secteur minier indonésien ? Eh bien parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, et aussi parce que finalement sur le court terme ça lui revient moins cher. En effet, depuis l'interdiction d'exporter du nickel brut d'Indonésie, les prix ont eu tendance à baisser. Les vendeurs ne pouvant plus exporter à l'étranger, ils ont dû se tourner vers un marché intérieur avec moins d'opportunités.
Les investisseurs chinois, quant à eux, ont été en mesure de réaliser des investissements massifs et leur influence sur le secteur du nickel indonésien leur a aussi permis d'influencer encore les prix à leur avantage. Et de plus, avec l'accès aux ressources en charbon local indonésien bon marché, les fonderies permettant de transformer le nickel ont pu donc tourner en gardant les prix de l'énergie nécessaires à leur fonctionnement assez bas. Les investisseurs chinois, finalement, sont gagnants sur le court terme. Mais à voir ce qu'il pourrait se passer lorsque les Chinois devront laisser la main en passant sous la barre des 51% de parts dans les entreprises minières indonésiennes. Alors ces mesures protectionnistes ont inquiété également d'autres partenaires. On peut noter le conflit au sujet de la mine Grasberg en Nouvelle-Guinée, plus grande mine d'or et troisième mine de cuivre au monde. La mine était exploitée par la société PT Freeport Indonesia, filiale d'une société américaine, Freeport-McMoRan. Le gouvernement a obtenu le rachat de 51% des actions de PT Freeport Indonesia, comme le prévoit la loi, et les négociations ont été longues car Freeport-McMoRan n'était évidemment pas d'accord, mais la société américaine a fini par céder et a obtenu en échange une prolongation de la durée d'exploitation de la mine jusqu'en 2041. On peut donner encore un autre exemple avec l'Union européenne qui s'est plainte à l'Organisation mondiale du commerce à ce sujet, arguant que l'Indonésie ne respecte pas les clauses de libre-échange et les restrictions imposées en matière de protectionnisme pour les membres de l'OMC. Ce différend est toujours en cours aujourd'hui. On voit donc que les mesures protectionnistes de l'Indonésie ne contentent pas tous ses partenaires économiques, mais jusqu'à aujourd'hui, elle garde le cap, certaine que cela lui vaudra de belles retombées économiques dans le futur. Alors ensuite, sur le plan de la politique internationale, et en tant que pays majeur de l'Indo-Pacifique, la stratégie de l'Indonésie est de rester un pays non aligné s'agissant de la rivalité sino-américaine. On l'a vu, elle fait du commerce avec la Chine et accueille volontiers ses investissements directs étrangers. Et de l'autre côté, elle coopère également avec les États-Unis sur le plan économique, mais notamment aussi sur le plan sécuritaire. On peut noter les exercices militaires Garuda Shield. Alors durant l'édition 2023, de nombreux pays ont pris part à l'exercice, mais le gros des troupes impliquées étaient américains ou indonésiens. Ces exercices ont en partie pris place dans des îles de la province indonésienne de Rio, où se trouvent les îles Natuna. Ces îles Natuna sont bien indonésiennes, mais une partie de leurs eaux sont revendiquées par la Chine via sa fameuse ligne à 9 traits, qui passe par-dessus un bon nombre de zones économiques exclusives de pays bordant la mer de Chine méridionale. Des navires de pêche et garde-côtes chinois pénètrent régulièrement dans les eaux des îles Natuna, bien que la Chine reconnaisse la souveraineté de l'Indonésie sur ces îles. On notera aussi la déclaration en 2023 du ministre de la Défense indonésien d'alors, et aujourd'hui futur président de la République, il sera intronisé en fin d'année 2024, Prabowo Subianto. Lors d'une visite du secrétaire de la Défense américain Lloyd Austin, Prabowo déclare que les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale ne sont pas cohérentes avec les lois internationales. Peu après, il était annoncé que Jakarta recevrait des avions F-15 et des hélicoptères Black Hawk américains. Mais malgré ça, l'Indonésie reste un pays non aligné, mais elle sait jouer de rhétorique pour tourner la situation à son avantage, même si cette rivalité sino-américaine peut parfois lui mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, Joe Biden a mis en place des mesures protectionnistes, notamment sur l'achat de véhicules électriques. Les Américains peuvent bénéficier jusqu'à $7 000 de crédit pour l'achat d'un véhicule électrique à certaines conditions. Et parmi ces conditions, il ne faut pas que les batteries aient été produites ou assemblées par certains pays adversaires des États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Mais la Chine ayant des parts non négligeables dans les entreprises indonésiennes étant actives dans ces secteurs, comment les deux pays vont-ils gérer ce problème ? Est-ce que les États-Unis vont considérer la Chine comme trop impliquée dans la confection des batteries indonésiennes ? Alors dernière chose, comme je le disais précédemment, un nouveau président sera intronisé en fin d'année 2024, Prabowo Subianto. C'est l'ancien ministre de la Défense sous la présidence de Joko Widodo qui a duré 10 ans. Prabowo dit vouloir continuer sur la ligne de son prédécesseur. Alors pour les sujets cités dans cette vidéo, ça veut dire continuer de développer l'industrie du nickel et rester neutre dans la rivalité sino-américaine. Alors ensuite, il faut préciser que Prabowo a un passé peu glorieux en tant que militaire. Il est accusé d'exactions, notamment lors de la gestion d'émeutes contre le régime en place en 1998, puis dans le conflit qui a mené à l'indépendance du Timor oriental en 2002. Il a d'ailleurs été exclu de l'armée pour conduite déshonorante, il s'est exilé en Jordanie et a été interdit d'entrer sur le sol américain et privé de visa par l'Australie. Alors c'était il y a des années et ça n'aura peut-être pas d'impact sur sa politique internationale, quoique les relations avec le Timor oriental devraient être assez fraîches. Voilà donc un petit tour d'horizon de ce pays méconnu qui fait son chemin tranquillement et discrètement. Je vous donne une dernière petite info, je n'ai pas traité des retombées économiques sur les populations de cette industrie du nickel car on a trop peu de recul aujourd'hui, mais ce qu'on commence à observer c'est que si le taux de pauvreté a tendance à doucement baisser sur l'ensemble du pays, et ce n'est pas forcément dû seulement à l'industrie du nickel, en revanche, près des mines, ces taux de pauvreté ont tendance à légèrement augmenter du fait que ce ne sont pas forcément les populations locales qui sont embauchées dans les mines et qui profitent de ce secteur. Et d'ailleurs, c'est parfois même des travailleurs étrangers, et notamment chinois.
Et directement près des sites, les fermiers locaux voient leur travail parfois se compliquer à cause des pollutions par exemple. Donc le sujet des bienfaits de l'industrie du nickel sur la population sera observé sur le plus long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes très nombreuses et nombreux à regarder la chaîne sans être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous engage à rien et ça permet à la chaîne de monter un peu plus, donc ça me fait plaisir. Mettez un pouce en l'air ou un commentaire si la vidéo vous a plu pour aider à la booster sur YouTube. Et je rappelle que vous pouvez me soutenir financièrement via la plateforme Tipeee, vous avez tous les liens nécessaires en description, et merci encore à tous les tipeurs. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!